Salut les Vetters! Ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on parle de ça. Ils veulent en savoir plus sur les ovnis et tout ce qui concerne les ovnis ou les documents s'y rapportant. Et nous allons publier beaucoup de choses que nous possédons. Et je pense que certains éléments seront très intéressants pour le public. J'ai interrogé des gens, principalement lors de mon premier mandat, mais j'ai interrogé des pilotes, des gens très crédibles, et ils ont dit avoir vu des choses que vous ne croiriez pas. Donc, il s'agit d'un ami très cher que j'admire profondément. Je veux parler de David Grush. David, pourrais-tu nous expliquer les raisons de ta présence parmi nous aujourd'hui? Nous aurons l'occasion de te poser quelques questions un peu plus tard. Et moi, je veux, vous savez, que le public américain soit rassuré. L'univers regorge de vie, semble-t-il, et il est, vous savez, prêt à être exploré. Et le gouvernement américain détient beaucoup d'informations qui, je pense, inspireront la génération Alpha, la génération Z et la population américaine dans son ensemble. Et ce sera une nouvelle ère, ce sera un peu déstabilisant. Certaines vérités seront difficiles à avaler, mais je pense qu'au bout du compte, c'est une bonne chose de révéler tout ça. Et je pense que les gens dans le monde et le public américain seront très heureux de comprendre leur place dans l'univers, pour ainsi dire. J'espère que tout ira pour le mieux, et je pense qu'on attend beaucoup du président, et je crois que s'il révèle tout ce dont j'ai eu connaissance, il entrera dans l'histoire comme une grande figure, indépendamment de vos convictions politiques et de votre opinion personnelle sur le président. Et Sleeping Dog arrive, quoi qu'il arrive. Le gamin Michael Lazowski a réalisé ce film Sleeping Dog, sur ce à quoi toi et moi sommes confrontés. Ça commence déjà à faire parler de soi, donc je ne sais pas si c'est Michael qui est derrière tout ça ou comment ça marche, mais l'intérêt grandit. Est-ce qu'on diffuse un extrait ou est-ce qu'on fera ça dans un prochain épisode? Perdre 5, on pourrait jouer à 1. Très bien, les Vetters, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner », les amis. Très bien. Donc récemment, Jeremy Corbell a interviewé David Grush lors d'un événement appelé le Space Symposium. Donc nous allons passer en revue des extraits de cette interview en particulier. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Space Symposium? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques précisions. Il s'agit de la conférence annuelle de référence pour la communauté spatiale mondiale, organisée par l'organisation à but non lucratif Space Foundation depuis 1984. Initialement appelé National Space Symposium pendant ses 29 premières années, il a été rebaptisé Space Symposium en 2014 pour mieux refléter sa portée internationale. Les participants viennent de plus de 40 pays et l'événement se tient chaque printemps à Colorado Springs, dans le Colorado. Il réunit des milliers d'experts du spatial, issus des milieux publics, militaires, industriels et académiques pour des tables rondes, expos, réseautage et des échanges sur la politique et technologie spatiale. Et qu'est-ce qui rend cette année si importante? Eh bien, c'est la toute première année qu'ils organisent un panel sur les UAP et Jeremy Corbell a eu l'occasion de l'animer. Et il a été rejoint la plupart du temps par Mike Gold également, qui faisait partie de la NASA et qui a aussi témoigné en je dirais, novembre 2024. Jeremy Corbell décide d'interviewer David Grush et il n'accorde tout simplement pas beaucoup d'interviews. C'est un très bon ami, quelqu'un que j'admire vraiment, David Grush. David, aurais-tu quelques minutes pour nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Ensuite, on te posera quelques questions. Passons donc en revue certaines des déclarations de David Grush. Ironiquement, avant de devenir tristement célèbre, j'ai passé 15 ans au sein de la communauté du renseignement spatial. Certaines personnes dans le public ont peut-être travaillé avec moi par le passé ou autres sur certaines missions, mais j'ai passé 15 ans dans ce milieu, dans le renseignement, avant de devenir collaborateur parlementaire au Congrès. Ceci étant dit, mes opinions n'engagent que moi, et non, celles du Congrès. Mais j'ai servi dans l'Air Force, au NRAO et à la NGA en tant qu'officier supérieur du renseignement. Ironie du sort, j'ai également été chef de la division d'intégration du renseignement pour le programme de sécurité et de défense spatiale, ici même à Colorado Springs, il y a une dizaine d'années, et j'ai passé de très nombreuses années à fournir un soutien en matière de contre-espionnage et de protection de programmes pour le véhicule d'essai orbital X-37B. J'ai donc une solide expérience dans les tests. J'ai travaillé sur de nombreux programmes spatiaux, sur beaucoup de programmes de cyberoffensive et sur des programmes ISR classifiés.
Mais ce qui est le plus important pour le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui lors de ma dernière mission au sein de la communauté du renseignement, j'ai traité des menaces en milieu et des activités inconnues, anormales dans notre ciel, notre domaine spatial et sous les mers. Alors, je pense que nous entrons dans une ère où, vous savez, la plupart des menaces les plus lourdes de conséquences pourraient ne pas se manifester de manière habituelle. Certaines auront des signatures uniques, d'autres manœuvreront de façon non conventionnelle. Certains exploiteront les transitions entre notre espace aérien et les environnements de la haute atmosphère que nos anciens systèmes de capteurs et d'analyse traitent encore, vous savez, comme des problèmes distincts. Et je sais que c'est un point que le programme Golden Dome, qui est la priorité du président, s'efforce de traiter. Mais en raison de certains de ces systèmes aériens sans pilote avancés et de ces détections anormales, vous savez, notre paysage des menaces a changé et la communauté du renseignement en est certainement consciente. Et il y avait, vous savez, des programmes hérités qui s'attaquaient à cela et je dirais des chasses gardées ou des compartimentages. Et une grande partie de ces données n'a pas été partagée avec moi et mon équipe à la NGA, ironiquement, pas même avec le bureau Aero qui a été mis en place au Pentagone pour tenter de traiter ce problème d'un point de vue public. En fait, tout ce dont je voulais vraiment parler, et nous pourrons évidemment en discuter après que j'aurai mentionné ceci, c'est simplement de savoir si la source est, vous savez, une percée technologique d'un adversaire de même niveau, une sorte de plateforme non répertoriée, ou des ensembles de signatures réellement inexpliquées. Vous savez, l'exigence stratégique restera la même. Et un site serait de la détection persistante, de l'attribution rapide, de réseaux résilients et de données de qualité décisionnelle. La vitesse machine sera vraiment nécessaire pour faire face à ces problèmes à l'avenir afin de réduire les surprises stratégiques et contribuer à bâtir notre architecture de défense spatiale face aux menaces émergentes ainsi qu'aux découvertes à venir, surtout maintenant que le président a formellement promis en février de divulguer l'intégralité de ce que nous savons sur ces signatures anormales et les objets récupérés et exploités au cours de ces 20 dernières années. Alors, j'ai quelques questions. Vous savez pourquoi continue-t-on à appeler ça anormal, non identifié, si ils savent que ce sont des extraterrestres. Et on a des vaisseaux spatiaux et des corps extraterrestres, n'est-ce pas? Le bon ami de Matthew Sullivan, qui devait se manifester, aurait fait partie du programme d'héritage OVNI. Il avait vu des vaisseaux, il avait vu des corps. Alors pourquoi continue-t-on à appeler ça non identifié et anormal? Et pourquoi s'inquiéter d'une surprise stratégique? On a tout ça. Genre, de quoi on parle, là? Enfin, tu sais, la frontière spatiale, ça semble juste contradictoire. Même si je suis d'accord avec ce que David a dit, ça ne colle pas si cette autre partie est vraie. Dans ce cas, on ne sait pas si on a des vaisseaux ou des corps. Pas vrai? Ou alors je me trompe? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ce qu'il a dit à la fin à propos de Trump, eh bien, Trump a justement dit ça aujourd'hui. Nous allons publier autant que nous le pouvons dans un avenir proche. Pour une raison ou une autre, et je suppose que c'est une préoccupation qui habite l'esprit des gens depuis longtemps, à savoir, ils veulent découvrir la vérité sur les ovnis et tout ce qui concerne les ovnis ou les documents s'y rapportant, et nous allons publier une grande partie de ce que nous avons en notre possession. Et je pense que certains éléments seront très intéressants pour le public. J'ai interrogé des gens, principalement durant mon premier mandat, mais j'ai interrogé des pilotes, des personnes très fiables, et ils ont dit avoir vu des choses que vous ne croiriez pas. Donc, vous allez en lire des choses. Bon, d'accord, on va obtenir certains de ces éléments qu'ils vont publier. Mais encore une fois, je pose la question, pourquoi Trump ne rencontre-t-il pas Matthew Sullivan? Pourquoi des pilotes qui ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer? Et le type qui dit avoir vu des corps d'extraterrestres et des ovnis de ses propres yeux, hein? Genre, ils sont où ces gars? Pourquoi ils ne parlent pas à je sais pas, quelque chose ne se passe pas comme il faut. Il y a une rupture de communication entre les décideurs de la Maison-Blanche et ceux qui discutent au Congrès. Enfin, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à transmettre ces informations et à faire avancer les choses? Non. Luna, Burchett, Burleson, pas vrai? J'ai l'impression que certaines portes s'ouvrent. Non, on peut dire ça. Mais je vois encore des déclarations contradictoires et, vous savez, je ne sais pas trop quoi en penser. Oui, après 15 ans au sommet du renseignement et je gérais le briefing quotidien du président, j'avais accès à la plupart des programmes spéciaux de la défense.
J'ai constaté un problème de partage au sein de cet écosystème, mais aussi un problème de partage de renseignements similaire à celui du 11 septembre, où certains centres d'excellence cloisonnaient ces informations et le gouvernement commençait à investir ouvertement des fonds dans cette problématique. Mais il s'est avéré que le gouvernement possédait, vous savez, des décennies et des décennies d'informations. Et, vous savez, du matériel FMA et FM récupéré. Et je trouvais que c'était un problème majeur. Et puis, une fois de plus, ce n'était pas communiqué au Congrès. Endurance Blaventuder contacter les CIJ avec des collaborateurs de ces programmes pour lancer l'alerte. J'ai ensuite informé les commissions du renseignement du Congrès dans un cadre classifié et compartimenté de ces détails. Très bien. Donc, vous savez, Grish soulève un point pertinent en matière de partage d'informations au sein de la communauté du renseignement, n'est-ce pas? Il prend le 11 septembre comme exemple. Et pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, la théorie suggère qu'avant le 11 septembre, en gros, les agences de renseignement ne partageaient pas les informations et qu'on aurait potentiellement pu empêcher le 11 septembre, en somme, n'est-ce pas? Et, ouais, c'est un énorme problème. Je suis d'accord. Donc, c'est ce qui se passe ici et c'est un peu ce qu'il insinue, non? On continue de faire ça. Et les informations qui doivent parvenir à la Maison-Blanche, je suppose, à ce sujet, n'y arrivent pas. C'est ça. Ça m'a frappé quand David a dit « Hey, je constate ce manque de partage et tu sais quoi? Personne ne fait rien, alors je vais déposer plainte. C'est pas possible. » Je veux voir ça arriver. Vous savez, je dois admettre que ça a beaucoup de sens. Je dois le féliciter pour ça, non? D'être venu témoigner et même si certains éléments de son histoire ne concordent pas vraiment, je le félicite quand même d'avoir présenté son enquête et de l'avoir laissé être ridiculisé, décortiqué et examiné. Vous savez, il aurait pu ne rien faire. J'apprécie vraiment ça. Vous savez, mais je dirais quand même, encore une fois, pourquoi. Vous savez, Jay Stratton est allé voir le président. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient informé le président. Pourquoi ne pas faire venir les gens du programme OVNI puisqu'ils savent qu'ils existent? Ça mettrait fin à ces conneries. Oubliez le pilote, je respecte ça. Le pilote qui a vu l'inexplicable, le type qui a entendu quelque chose, vous voyez, laissez tomber. Faites venir le gars qui travaille sur les extraterrestres et les ovnis à la Maison-Blanche. C'est tout. Trump écoute ça, voit les preuves. Oh là là, on est en train de le faire. C'est dingue. Tu sais, disons les choses. Par contre, j'ai un peu peur de ce qu'on va avoir. Je ne pense vraiment pas que le public sera pleinement satisfait de ce qui va être publié prochainement. Pour ma part, je m'en contenterai car c'est déjà bien plus que ce que nous avions auparavant, ce qui nous offre de nouvelles données à analyser. Mais est-ce que ce sera vraiment une divulgation, hein? Et le gouvernement va leur dire, « Hey, on vous a donné tout ce qu'on avait. » Ouais, mais vous ne nous avez pas donné, vous savez, la dissimulation et l'écart. Et ils diront, « Eh bien, on n'a rien de tout ça, vous savez. » Oh, c'est faux. La dissimulation. Vous savez, ça va juste finir par se retourner contre eux, non? Les gens s'en prendront à l'administration, jugeant qu'elle n'en a pas fait assez, et plus aucune ne voudra s'y frotter. Ils se diront, ne t'épuise pas, n'y touche pas, mec, tu ne plairas à personne. Ils ne voudront même plus s'en mêler. Donc, soit ça se passe avec Trump maintenant, soit je ne vois pas ça arriver avant un long moment, tu vois. Alors, est-ce que les gens seront satisfaits des dossiers qui seront publiés? Et est-ce que c'est comme ce que dit David, hein? Et c'est pour ça qu'il a lancé l'alerte. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé depuis que David a lancé l'alerte? Enfin, on pourrait dire que ça a mené à ces dossiers et au fait que Trump était au courant, vous savez, dans une certaine mesure. Oui. Il faut une stratégie de reconnaissance publique. La Maison-Blanche doit y contribuer en définissant ce que nous révélons au public. Mais j'aimerais voir une meilleure intégration de cet ensemble de problèmes dans nos architectures. Une grande partie était, disons, cachée en couche dans bon nombre des architectures spatiales que beaucoup de personnes dans l'auditoire connaissent, qu'elles soient classifiées ou, vous savez, du côté public du secteur spatial. Mais nous devons être de meilleurs gestionnaires de l'argent des contribuables et intégrer cela ouvertement, l'ajouter à la liste du cadre des priorités nationales de renseignement et, en fait, charger ouvertement nos centres d'analyse, qu'il s'agisse du NASIC, du DIMSIC, etc., de cette question, afin de constituer un groupe plus large et mieux informé de personnes qui s'y attaquent. Parce que c'est très intéressant et vous savez, il y a une certaine stigmatisation à ce sujet, mais j'aimerais voir une meilleure intégration pour que nous soyons de meilleurs gestionnaires de l'argent des contribuables. Et encore une fois, vous savez, je pense que ce qui va se passer, c'est que ils vont révéler ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est ça, l'inidentifier les choses anormales, ce qui, encore une fois,
Apparemment, on a des gens qui travaillent sur des trucs qui ne sont pas non identifiés, qui ne sont pas anormaux. On sait ce que c'est. On a les corps, n'est-ce pas? On a les engins, on sait les piloter. Je pense que ce qui va commencer à se passer, c'est qu'on commence à voir les histoires de beaucoup de gens être pressés, vous voyez? Pressés jusqu'à la dernière goutte. Tu commences à y voir ce qui relève des conneries et ce qui ne l'est pas, tu vois. Ces gens qui prétendent savoir ce que le gouvernement détient et tu réalises que c'est faux, pas vrai? Alors, il est peut-être vrai qu'on possède un appareil ou un corps, mais honnêtement, ça semble de moins en moins probable. Il est beaucoup plus probable qu'il y ait des objets qui volent. On ne sait tout simplement pas ce que c'est, mais on n'en a pas et on n'a pas de corps. Mais oui, il y a un problème avec des engins non identifiés qui volent et on ne sait tout simplement pas d'où ils viennent. C'est ce qui semble le plus logique. Et l'impact simple, c'est le cloisonnement de la sécurité, et cela ne devrait surprendre personne dans l'auditoire qui a travaillé dans des environnements de programmes d'accès spécial ou de programmes d'accès contrôlé. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'amis très haut placés qui m'ont dit « Hey Dave, pourquoi ne suis-je pas informé? Si ça existe, tu sais, je devrais être au courant. » Et c'est un gros problème. Dans les postes que j'ai occupés, au centre d'opération du Nauru, au programme de sécurité et défense spatiale, à l'état-major interarmé ou à la NGA comme responsable des PAN transmilieux, j'avais le besoin d'en connaître pour être pleinement habilité à accéder à ces programmes. Et vous savez, la politique, les personnalités et une sorte de mentalité de précaré ont en grande partie entravé notre accès en tant qu'équipe. Et je pense que cela nous porte vraiment préjudice, comme je le disais plus tôt, alors que nous devrions mobiliser, vous savez, l'infrastructure nationale de renseignement aéroportée et d'autres composantes de notre appareil national de renseignement sur ce sujet. Mais on l'utilise, vous savez, en secret, en douce. C'est le travail de nuit d'un certain analyste au NASIC qui travaille aussi pour le programme historique qui analyse également ce truc sans en parler à son patron. C'est essentiellement la façon dont le programme a, vous savez, géré ça au fil du temps. Et je pense vraiment que c'est une véritable mascarade. Et je pense que pouvoir l'intégrer ouvertement à l'architecture permet aussi d'éviter les problèmes de fausses bannières. Il y a d'ailleurs eu un célèbre traité en 1971 entre l'URSS et les États-Unis. Vous pouvez vérifier ces noms classifiés. Ça a été signé en septembre 1971 et vous verrez à l'article 3, il s'inquiétait du fait que la problématique des PAM puisse déclencher une escalade nucléaire en raison d'une mauvaise identification d'activités anormales à proximité des actifs NC3. Et donc, je pense que cela permettra de désamorcer d'éventuelles tensions géopolitiques si nous abordons également le sujet ouvertement. C'est une sorte de conséquence de second ordre plus prosaïque et inattendue, vous savez, d'une plus grande transparence. Tout ça se tient. Mais encore une fois, tu sais, je ne sais pas trop quoi penser de ce type. J'imagine qu'il veut dire que des gens travaillent secrètement pour le programme sur les ovnis tout en occupant d'autres postes. Et d'accord, enfin, parce qu'on nous a toujours présenté ça comme s'il y avait une base secrète, un programme secret, des scientifiques secrets, des responsables secrets et des secrets, tu vois. Mais on dirait que les gens font double emploi et travaillent la nuit ou un truc du genre. Je ne sais pas. Mais je le répète, l'idée même qu'il se produisent des phénomènes anormaux et non identifiés, eh bien, je pense que c'est devenu indéniable à ce stade. La véritable question est, est-ce que nous possédons réellement des vaisseaux et des corps comme tant de personnes l'ont affirmé? C'est précisément là qu'il faut creuser, car il semble désormais de plus en plus probable que ce ne soit pas du tout le cas. Mais est-ce qu'il y a des choses qui volent dont on ignore l'existence? Et pas seulement ici, dans d'autres pays et autour de bases militaires, vous savez, et d'opérations, et oui, ça fait peur. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je soutiens sans l'ombre d'un doute ce mouvement, sur les PAN. C'est le fameux, on a des vaisseaux, des corps et des accords avec des extraterrestres et on se retrouve tous les mardis au Hal's Diner pour manger, vous savez, une tarte aux pommes et discuter des Pléiadiens ou je ne sais quoi, des reptiliens. Vous voyez du genre qui marche parmi nous. Et enfin, c'est quoi ce délire, ouais? Oui, tout à fait. Le secrétaire Rubio a été destinataire de toutes les informations classifiées que j'ai transmises lorsque j'étais au sein de la communauté du renseignement par l'intermédiaire de l'ICIG. Le secrétaire Rubio est très bien informé. Je recommanderais que la Maison-Blanche se mette en relation avec le Conseil consultatif du renseignement auprès du président, présidé par M. Devin Nunes, et qu'ils élaborent un plan avec le cabinet basé sur la répartition des différents domaines de mission que chaque membre du cabinet devra gérer dans ce dossier, notamment, vous savez, les questions de santé publique avec le HHS et vous savez, les questions de défense et de sécurité nationale avec Tulsi Gabbard et Pete Hegseth.
Et je pense que nous obtiendrons, vous savez, une confirmation de base pour répondre aux intentions du président en nous basant sur son tweet de février. Est-ce que ce sera tout ce que le public souhaite? Je ne sais pas. Je vais certainement plaider en ce sens et je sais que le Congrès veut fermement que le pouvoir exécutif joue la transparence sur tout ce qu'il sait. Et je sais que les membres, vous savez, que je soutiens, notamment le député Eric Burlson, qui prendra la parole ici plus tard, feront pression pour cela. Je pense donc que le pouvoir législatif va en quelque sorte contrebalancer tout ce que fait l'exécutif pour garantir que nous parvenions à la transparence que le public américain souhaite. J'ai effectivement conseillé l'administration au cours de l'année écoulée et j'ai passé beaucoup de temps avec, vous savez, des hauts responsables travaillant pour le président pour essayer de leur apporter mes conseils avisés. Et j'en resterai là pour respecter la confidentialité de certaines de mes conversations sensibles. Mais j'espère que tout ira pour le mieux et je pense qu'il y a de grandes attentes vis-à-vis du président pour qu'il obtienne des résultats. Et je pense que s'il révèle tout ça avec quoi j'ai été en contact, il entrera dans l'histoire comme une grande figure historique, indépendamment de vos convictions politiques et de votre opinion personnelle sur le président. Écoutez, j'espère avoir tort. J'espère que ça arrivera, vous voyez. J'espère qu'on aura une divulgation, vraiment. Cette reconnaissance du fait que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Oui, j'espère que ça arrivera, mais ça semble très peu probable. Vous savez, en regardant Dave parler ici, il fait du très bon travail. Il est très éloquent, il s'exprime très bien et il est clairement très bien informé. Mais ça ressemble à, vous savez, quand vous regardez ces émissions de sport et qu'il y a quelqu'un qui intervient, un commentateur, et qui parle de ce que, vous savez, les Philadelphia Eagles devraient faire la saison prochaine pour remporter le championnat, n'est-ce pas? Et c'est généralement complètement faux, non. Donc, il est clair qu'une grande partie de ce que suggère David Grush ne se produit tout simplement pas. Peut-être des petits détails, non? Genre, OK, ouais, on va publier les dossiers sur aliens.gov, vous voyez? Donc, elle n'appelle pas ce phénomène anormal non identifié. Ils assument carrément le côté extraterrestre, non? Donc, vous savez, je ne sais pas. J'espère me tromper et je pense que c'est une bonne chose que des gens comme Grush fassent ce qu'ils font. Disons-le ainsi, ça ne me dérange pas, j'adhère. Vas-y, si on en tire quelque chose, tant mieux. C'est vrai, je serai le premier à me lever, à vous applaudir, à vous acclamer, à m'incliner et dire merci, vous l'avez fait. Yes, vous savez. Mais à propos de cette histoire avec Rubio, tu vois, il a transmis toutes les informations à Rubio. Rubio a tout ça. Oh, ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Parce que c'est exactement ce que Rubio a dit en novembre dernier, au moment où Age of Disclosure est sorti. Une question. Une émission est sortie, The Age of Disclosure. Ah, je oui. sais, tout le Bien monde sûr, vous en c'est tout à fait parle, ça. n'est-ce Vous pas? avez vraiment C'est raison. un nouveau documentaire. Nous avons eu des cas répétés de quelque chose évoluant dans l'espace aérien au-dessus d'installations nucléaires sensibles. Ce n'est pas à nous et les présidents fonctionnent sur la base du besoin d'en connaître. Oui, alors quelques points à ce sujet. Tout d'abord, je ne renie pas ces propos. C'était une interview qui nous a été réalisée il y a presque peut-être 3 ou 4 ans quand j'étais au Sénat. Ce n'était donc pas récent. Le deuxième point que je soulignerai, c'est que je décrivais les allégations rapportées par certaines personnes. Des gens sont venus nous voir. Vous savez, certaines de ces personnes étaient des pilotes de la marine, des amiraux, des généraux, peu importe, qui venaient témoigner pour dire qu'il existait des programmes au sein du gouvernement américain dont même les présidents n'avaient pas connaissance. Ça, je rapportais des propos, pas des faits dont j'ai une connaissance directe, un peu de montage sélectif, mais ça passe, mais il faut bien vendre l'émission. Mais sur le fond, je n'ai pas vu l'émission, mais les extraits vus sont vrais. Ces choses, nous le savons, sont documentées. Des objets ont survolé l'espace aérien, un espace aérien restreint, que ce soit là où nous menons des exercices militaires ou autres, et tout le monde au gouvernement affirme qu'ils ne nous appartiennent pas. Ce qui m'inquiète le plus personnellement, c'est qu'un adversaire, un autre pays, par exemple, ait développé une capacité asymétrique de surveillance ou autre à laquelle nous ne sommes tout simplement pas préparés. Vous savez, on cherche des missiles et des avions de chasse et ils nous arrivent avec des drones et des ballons. Remember, when NORAD turned on the radars and started looking for balloons, all of a sudden they spotted a bunch of balloons flying overhead. 90% of them were innocent, things. A couple of them were Chinese. And so, but we never look for balloons because our radars aren't trained for that. So that really was the point I was trying to drive at. I can't comment on the rest of the documentary. It has, as I said, claims from people that were former admirals, naval fighters, people with high clearances in government. Certaines affirmations sont spectaculaires. Je ne les traite pas de menteurs, mais je n'ai aucune preuve confirmant leur dire.
La seule remarque que je me suis faite, c'est que des hauts responsables du gouvernement américain disent ça. Donc, nous avons des gens très haut placés qui sont soit A, menteurs, B, fous ou C, disent la vérité. Et 2 de ces 3 options ne sont pas bonnes. Mais je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas la réponse à... Je n'ai aucun moyen de... Vous savez, je ne veux pas les traiter de menteurs. Je n'ai tout simplement aucun moyen indépendant de vérifier ce qu'ils ont dit. Et il n'a absolument rien ajouté à ce sujet. C'est bien ce que vous me dites. C'est ainsi que les choses se passent. C'est ce qui arrive. Oui, on entend énormément de choses, mais je ne suis pas en mesure de vérifier quoi que ce soit. Alors, comment David Grush et ces gars-là vérifient-ils tout ça? Est-ce qu'ils se contentent de prendre les informations pour argent comptant en se disant que c'est forcément vrai? Comment peuvent-ils vérifier alors que Marco Rubio n'y arrive pas ou d'autres personnes? Non. Si tout cela pouvait être vérifié, vous ne pensez pas que Marco Rubio, Tulsi Gabbard, tous ces gens, le président, seraient déjà sur le coup? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On ne nous dit pas toute la vérité, n'est-ce pas? Ça n'a tout simplement aucun sens. Mais que voulez-vous que les gens retiennent de votre expérience concernant les pannes, concernant la présence des pannes ici sur Terre? Je veux dire, pour parler franchement, que voulez-vous que les gens sachent, David Grush? Il y a des signatures vraiment anormales dans le ciel. Le gouvernement américain comprend que cela représente une forme d'intelligence non humaine et consciente. Je sais, ça fait très Star Trek à la, vous savez, Gene Roddenberry et la série de science-fiction du père de Rod, mais c'est vrai. Je veux, vous savez, que le public américain soit rassuré sur le fait que l'univers regorge de vie, semble-t-il, et qu'il est, vous savez, prêt à être exploré. Et le gouvernement américain détient de nombreuses informations qui, je pense, inspireront la génération Alpha et la génération Z, ainsi que l'ensemble de la population américaine. Et ce sera une nouvelle ère. Ce sera un peu déstabilisant. Certaines vérités seront difficiles à avaler, mais je pense qu'au bout du compte, c'est une bonne chose de mettre tout ça au grand jour. Et je pense que les gens du monde entier et le public américain seront très heureux de comprendre leur place dans l'univers, pour ainsi dire. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait eu de questions. Enfin, si, il y en a eu une. Mais vous savez, sommes-nous seuls dans l'univers? La vraie question, c'est when Sharon stop, sommes-nous seuls sur cette planète, non? Et est-ce vraiment ce qui va être révélé? Ça ne semble pas être le cas. On dirait que le gouvernement va simplement confirmer que oui, il y a des choses qui volent. On ne sait pas ce que c'est. C'est tout, non? Que ça s'arrête là. Je ne sais pas trop. Encore une fois, j'espère me tromper. David semble très motivé, optimiste, plein d'espoir qu'il y aura un résultat différent et qu'on obtiendra, vous savez, la grande divulgation, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, j'espère avoir tort. J'espère que ça arrivera. Bon, c'était vraiment la toute fin de l'épisode parce qu'ils ont essentiellement diffusé ces interviews du symposium spatial que Jeremy Corbell a réalisé durant cet épisode de Weaponized. Et à la toute fin de l'épisode, lui et George Knapp commencent à parler de Sleeping Dog, le nouveau documentaire de Jeremy qui sort vraiment dans quelques semaines seulement, là, vous savez, les 2 premières semaines de mai. Et ils ont passé un extrait, tu vois, de ce documentaire à venir. Ils en donnent un aperçu dans la bande-annonce, mais là, c'est un extrait. Et, tu sais, je dois admettre que c'est intéressant. Et Sleeping Dog arrive quoi qu'il en coûte. Ce gamin, Michael Lozovsky, a réalisé ce film Sleeping Dog sur ce à quoi toi et moi sommes confrontés, mec, et je suis content qu'il l'ait fait. Enfin, j'étais vraiment furieux contre lui. Il nous écoute. C'est notre producteur. J'étais un peu énervé par ça. Quand je lui ai confié 20 ans d'images pour faire des films d'OVNI, il a compris. Il s'expliquera, mais il a vu ce qui se tramait, il a tourné la caméra et on vivait quelque chose, on testait nos limites. J'ai hâte que ce film sorte, ne le manquez pas. Ce n'est pas le mien, c'est l'œuvre de Michael. Franchement, ça m'a saoulé, mais j'ai accepté. J'en suis ravi, car ça dit les choses comme elles sont. Ça commence déjà à faire du bruit. Je ne sais pas si c'est Michael qui est derrière tout ça ou comment ça marche, mais ça suscite de plus en plus d'intérêt. Est-ce qu'on passe un extrait ou on garde ça pour un prochain épisode? Bon sang, on devrait diffuser un extrait. Je vais le chercher et tu me diras si c'est vraiment comme tu l'avais décrit. Ça te va? On est bien d'accord là-dessus? OK. Sure, il y a un morceau de papier blanc autour. Ouais, c'est bien ça? Je vois un Polaroid original de... Putain. Et ça vient d'où? D'où ça vient?
serait du Labo national Los Alamos. Ton père est mort, c'est ça? Oh oui, il est décédé il y a environ un mois. Ah, Instructor Rider, désolé d'apprendre ça. Mon père est décédé aussi. Quel était le poste de votre père et pourquoi trouvons-nous cela intéressant? Il était responsable de toute l'informatique et de la cybersécurité pour tout le laboratoire. Donc, je vous ai envoyé quelques documents officiels du labo qui parlent de réunions qu'ils ont eues au sujet d'anomalies atmosphériques. Il y a aussi des informations là-dedans sur des observations russes, des observations soviétiques. Ça pourrait être énorme, non? Encore une fois, ça aiderait à prouver l'existence de phénomènes non identifiés. Mais j'ai dépassé le stade de me demander s'il y a des objets qui volent ou des phénomènes non identifiés dont on ignore tout. Oui, c'est le cas. Et qu'en est-il des allégations selon lesquelles nous détiendrions des corps et des vaisseaux extraterrestres? C'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai vraiment hâte de voir ce documentaire Sleeping Dog et c'était un excellent épisode de Weaponized. Je mettrai un lien ci-dessous dans la description pour que vous puissiez voir le reste des interviews que Jeremy Corbell a également réalisées. Et on se retrouve pour le prochain. N'oubliez pas, Vata, chaque jour est un cadeau, les amis. C'est la paix.